La Russie essaie une fois de plus d'utiliser les négociations simplement pour gagner du temps et se préparer à une nouvelle offensive sur le front. En particulier, le Kremlin a annoncé qu'il serait envoyé à Istanbul pour les négociations. Il s'agira de Lavrov et Ushakov. La présence de Poutine à cet endroit reste incertaine. Désolé pour la répétition. En même temps, il est écrit qu'en ce moment même, à 7 minutes, la Russie transfère des troupes supplémentaires vers le secteur le plus chaud du front. Très probablement, c'est pour lancer une nouvelle offensive et la développer davantage, précisément pendant la période des négociations. Déjà en été, le président américain envoie également sa délégation à Istanbul. Ce seront Witkoff, Kellogg et Mark Rubio. Il est très important ici que ce soit à la fois Witkoff et Kellogg, car Witkoff est un plutôt pro-russe, ici il est simple négociateur, tandis que Kit Kellogg était plus pro-ukrainien. Et par conséquent, il équilibre la position de la Maison-Blanche. Néanmoins, Witkoff a déclaré que Trump insiste de manière catégorique sur des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine. Et, peut-être, si ces négociations directes n'ont pas lieu, alors les États-Unis d'Amérique pourraient se retirer du processus de négociation. Dans le même temps, à la Maison-Blanche, on a nommé les sujets clés lors des négociations entre l'Ukraine et la Russie, et Zelensky a déjà réagi à ces thèmes de négociation. De plus, aujourd'hui, des informations sont apparues concernant la probabilité du déploiement de troupes étrangères en Ukraine. Eh bien, il y a aussi la réaction de Zelensky à la réticence de Poutine à se rendre à Istanbul. Zelensky dit que Poutine a peur des négociations directes avec le président ukrainien. En général, résumons maintenant ce que l'on sait à ce stade concernant la préparation des négociations à Istanbul. Qui y va? Qui n'y va pas? De quoi parler? Et y a-t-il un sens à parler en général à un moment où la Russie déploie de nouvelles troupes sur la ligne de front? Je suis Alexei Pitchy. Parlons de ce sujet et analysons-le en détail. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et de ne pas oublier de laisser un commentaire. C'est pour que les algorithmes mettent en avant cet épisode, et que le plus grand nombre de spectateurs possible puissent le voir. Abonnez-vous également à ma chaîne Pitchy News, dont le lien est dans la description de cette vidéo. Là-bas, les actualités sortent rapidement, dès qu'elles arrivent. Alors, maintenant, parlons de tout dans l'ordre. Aujourd'hui, le Kremlin a déclaré qu'il refusait de faire d'autres commentaires concernant la proposition de Zelensky de faire venir Poutine pour des négociations en Turquie. C'est Dmitri Peskov, porte-parole du président de la Fédération de Russie, qui l'a déclaré. Voici sa citation. Le Kremlin annoncera la composition de la délégation russe aux négociations à Istanbul dès que le président estimera cela nécessaire. Pour l'instant, nous n'avons pas l'intention de commenter davantage. Selon lui, l'approche de l'Europe concernant la question ukrainienne viserait prétendument à prolonger la guerre et contraste avec celle de Moscou et de Washington. Là, c'est déjà une tentative, vous savez, de semer la discorde entre Bruxelles et Washington. L'Europe soutient entièrement et totalement l'Ukraine et ne peut prétendre à une approche équilibrée dans le processus de négociation, déclare Peskov. Selon des sources russes non confirmées, Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Russie, mènera néanmoins la délégation russe lors des négociations à Istanbul. Le 15 mai, Yuri Ushakov, l'assistant du président de la Fédération de Russie, fera aussi partie de la délégation. Mais cette information a tout de même été confirmée un peu plus tard par la publication. Et rapporte qu'il y a effectivement des sources au Kremlin qui, sous couvert d'anonymat, ont déclaré que oui, la Russie sera représentée aux négociations par Lavrov et Ushakov. Je tiens à souligner ici que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a insisté sur le fait qu'il attendrait à Istanbul précisément le dictateur russe Poutine. Citation. C'est précisément Poutine qui décide de tout en Russie. C'est à lui de régler les questions de la guerre. C'est sa guerre, donc les négociations doivent se faire avec lui. Et puis, plus tard, Zelensky a déclaré que ce refus de Poutine de venir aux négociations montre qu'il a vraiment peur de ces négociations en personne avec Zelensky. Et le président de l'Ukraine a rappelé que le 11 mars, l'Ukraine avait pleinement soutenu la proposition des États-Unis lors de la réunion en Arabie Saoudite concernant un cessez-le-feu total et inconditionnel. Parce que l'Ukraine cherche à mettre fin à la guerre. Comme l'a souligné le président, cette proposition reste valable sur la table des négociations depuis déjà 63 jours. J'ai souligné cela à plusieurs reprises au président Trump. Je pense que Poutine ne veut pas de la fin de la guerre, ne veut pas de cessez-le-feu et ne veut aucune négociation. Je ne parle même pas du fait qu'il a peur de négociations directes avec moi. En même temps, à la Maison-Blanche, on a indiqué qui serait envoyé à ces négociations du côté américain. Steve Witkoff, représentant spécial du président américain Donald Trump, et Kit Kellogg.
Les deux partiront le 15 mai à Istanbul pour les négociations russo-ukrainiennes. Il est également rapporté que Marc Rubio, le secrétaire d'État américain, sera également en Turquie et qu'il rejoindra probablement aussi ces négociations. La présence de Donald Trump à la Maison-Blanche dépendra de celle de Poutine, selon certaines sources. Si Poutine ose et vient à Istanbul, excusez-moi, s'il laisse sa petite valise dans son bunker et sort enfin de là pour aller aux négociations, alors Trump, qui n'est pas loin du Qatar, ira immédiatement à Istanbul pour les négociations. Je rappelle qu'auparavant, Witkoff avait déclaré que le dirigeant américain menaçait de manière ultimative de se retirer du processus de règlement de la guerre russo-ukrainienne, si les parties au conflit ne menaient pas de négociations directes. Eh bien, je vais ensuite citer quelques phrases de Steve Witkoff à ce sujet. J'espère qu'un sommet de la paix aura bientôt lieu, lors duquel Zelensky et Poutine se rencontreront en personne afin de s'entendre sur la cessation de la guerre en Ukraine. Demain, un épisode spécial sur ce thème sera diffusé. Parce que Steve Witkoff, dans l'interview qui, attention, a été enregistrée le 8 mai, c'est-à-dire avant l'annonce par Poutine des négociations du 15 mai à Istanbul, Witkoff, en fait, a révélé tout l'accord entre Washington et Moscou sur le fait que ces négociations étaient déjà préparées depuis longtemps. Et la tâche principale de Witkoff était justement de convaincre Poutine de se rendre à des négociations directes avec Zelensky. Ensuite, Witkoff a déclaré que parmi les questions clés lors des négociations reste la discussion sur le territoire de l'Ukraine, la situation autour de la centrale nucléaire de Zaporijia et l'accès de Kiev aux voies navigables. C'est-à-dire que rien n'a changé par rapport à ce que Washington avait proposé auparavant. Voici la citation suivante. Je pense que si les États-Unis se retirent de ce conflit, c'est-à-dire s'ils ne veulent pas s'y impliquer, ils diront que ce n'est pas leur guerre. Ils ont fait de leur mieux, mais le résultat sera négatif pour tous. C'est mauvais pour les Européens, c'est mauvais pour les Ukrainiens, et je pense que c'est bon pour A. Et je ne pense pas que ce soit bon pour les Russes. Je pense que les Russes veulent vraiment un règlement pacifique, et les deux parties qu'on essaie de comprendre ce que cela signifie pour eux. Notre tâche est de les réunir dans une même pièce, et de leur montrer que les alternatives à un règlement pacifique ici sont mauvaises pour tout le monde. C'est notre travail. Eh bien, il affirme aussi que les principaux désaccords concernent précisément les 5 régions, c'est-à-dire 4 oblasts et la République autonome de Crimée. Et, comme l'explique Witkoff, citation, « Les principaux points de discorde se résument à 5 régions. Nous discutons de la possibilité d'un retrait russe derrière certaines lignes administratives. Cela concerne aussi les Ukrainiens. » Et ensuite, Witkoff a souligné que sans la participation de Vladimir Poutine, un accord de paix est impossible. Selon lui, il est donc nécessaire de dialoguer avec tout le monde. Witkoff a aussi exprimé sa conviction qu'il y a actuellement une vraie chance de stopper la guerre. C'est à ces déclarations de Witkoff qu'a réagi le président ukrainien, Vladimir Zelensky. Et lors du briefing d'aujourd'hui, il a déclaré qu'il ne regarderait pas la déclaration de Witkoff à travers le prisme de ce qui se passe actuellement, mais à travers le prisme de ce qui s'est passé auparavant. Il a ajouté que certains signaux des représentants américains avaient déjà été entendus auparavant. Citation. En ce qui concerne ces points dont vous avez parlé, nous les avons vus. Ce que je vous ai dit, c'étaient des signaux correspondants des États-Unis. Lorsqu'il y a eu des rencontres, il me semble, encore à Londres le 23 avril, ou en France le 17 avril, lorsque les États-Unis donnaient de tels signaux. Je les comprends. Il a également noté que ces signaux provenaient des services de renseignement et de divers participants au processus de négociation. Citation. Il me semble que ce sont, avant tout, des signaux de la Russie. Selon moi, idéologiquement, cela leur ressemble beaucoup concernant la centrale de Zaporijia, l'accès à l'eau et d'autres éléments similaires. Il faut faire des compromis, mais en même temps ne faire aucun compromis. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai déjà souligné, la centrale de Zaporijia est aujourd'hui un site très complexe, et seule la partie ukrainienne pourra y travailler. Il a ajouté qu'il est tout simplement impossible de rétablir le fonctionnement de la centrale nucléaire de Zaporijia, et que cela pourrait prendre au minimum 2 à 2 ans et demi. De plus, le montant nécessaire pour relancer cette centrale reste inconnu. Zelensky a souligné le souhait de l'Ukraine de reprendre le contrôle de la centrale. Dans le même temps, Zelensky a noté que l'Ukraine est prête à accepter des investissements si les États-Unis d'Amérique sont intéressés par cela. Je pense que ces propositions de nous rendre la centrale, j'ai demandé. Et après, que se passe-t-il ? Et l'accès à l'eau ? Et la ville d'Energodar, où ses employés vont vivre ? Il y a beaucoup de questions. Sans eau,
la centrale n'existera pas, et la sécurité sera compromise, que la question du barrage a été soulevée. Pour l'instant, il semble qu'il y ait eu de telles propositions, mais il est trop tôt pour en parler. Il faut d'abord un cessez-le-feu, puis nous discuterons de la centrale et du reste. En même temps, le représentant spécial de Trump pour l'Ukraine, Kit Kellogg, a déclaré que, dans le cadre du règlement de la guerre russo-ukrainienne, l'envoi de troupes étrangères en Ukraine était tout de même en discussion. En particulier, je cite Kit Kellogg. Il s'agit des forces de stabilité, appelées E3. Mais maintenant, il y en a 4, car la Pologne a rejoint le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Ces forces sont déployées à l'ouest du fleuve Dniepr, en dehors de la zone d'atteinte du conflit. À l'est, un contingent de maintien de la paix avec une tierce partie sera déployé pour surveiller le cessez-le-feu. La question de l'OTAN est aussi abordée pendant les pourparlers. Kellogg a souligné que l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance pourrait ne pas être envisageable prochainement. Peut-être un jour dans le futur, mais pas maintenant, selon Kellogg. Les questions clés restent l'avenir de la centrale nucléaire de Zaporijia occupée et le retour des enfants illégalement emmenés des territoires occupés. Citation de Kellogg. Il est évident que les négociations ne seront pas idéales, il y aura certaines concessions et compromis. Nous comprenons. Mais il est crucial de stopper les meurtres, comme le président Trump le souhaite et l'a répété maintes fois. C'est la plus grande guerre en Europe, depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus de 2 millions de militaires ukrainiens et russes. Ce sont les pertes en blessés et tués. C'est un nombre énorme. J'ajoute aussi qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, le président de la France, a également précisé que ces forces de résilience, comme on les appelle déjà, ne seront pas envoyées sur la ligne de front. Elles seront très probablement déployées à l'arrière de notre pays. Et toute cette rhétorique concernant les négociations vole simplement en éclats par ce message. Le Financial Times écrit aujourd'hui qu'au lieu de démontrer une volonté de négocier la paix, la Russie transfère des forces vers les principaux points chauds du champ de bataille en Ukraine. Les troupes russes semblent se préparer à une offensive de plus grande ampleur. Il s'est noté que, selon le projet de surveillance ukrainien, Deep State, cette semaine, les troupes russes ont conquis davantage de territoires dans la partie orientale de la région de Donetsk, notamment autour des villes de Pokrovsk et Toretsk. C'est pourquoi, selon les analystes, les Russes rassemblent actuellement des troupes afin de poursuivre leur avancée. Je rappelle ici que ces derniers jours, Deep State a effectivement rapporté que les troupes russes s'approchent de la région de Dnipropetrovsk. Il a été noté que les occupants n'avaient pas pour objectif direct d'avancer vers la région de Dnipropetrovsk, mais que les Russes pourraient profiter de l'opportunité si la frontière de la région de Donetsk était atteinte, et, très probablement, ils le feront. Les analystes ont rappelé que l'objectif principal et global des troupes russes à l'heure actuelle est l'occupation totale de la région de Donetsk. Mais pour y parvenir, les Russes doivent accomplir des tâches spécifiques, notamment la prise complète de Toretsk, Chassiv Yar, Pokrovsk, Mirnograd, ainsi que Konstantinovka, Slaviansk, Kramatorsk, Severesk et Liman. C'est pourquoi, comme le souligne la citation, les Russes devront encore consacrer beaucoup de ressources et de temps pour décider d'occuper toutes ces localités, respecter les délais et accomplir les tâches fixées. Et il est peu probable qu'ils réussissent face à la meilleure armée du monde, les forces armées ukrainiennes. Donc, ce sont les informations connues à ce jour concernant les négociations. Je continue quand même à dire que je n'exclus pas qu'au dernier moment, il pourrait quand même envoyer le dictateur chauve Vladimir Poutine à Istanbul si Donald Trump insiste là-dessus. On le voit maintenant dans la rhétorique des représentants de la Maison-Blanche. Ils disent que sans Poutine, ces négociations ne donneront rien, n'aboutiront à aucun résultat. Mais ici, tout est possible. Je ne veux rien prévoir, donc je mets des points de suspension. Donnez votre avis. Écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.